Alors que l'espérance de vie continue de s'accroître, en 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans. L'espérance de vie continue de s'allonger et cela vaut aussi bien pour les personnes ordinaires que pour les personnes handicapées. L'espérance de vie des personnes handicapées s'accroît même plus rapidement compte tenu de l'amélioration de leur accompagnement. Quels sont les défis à relever face à l'allongement de la vie pour ces deux populations? Ancien président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, de par ses fonctions, Patrick Goé a été conduit à connaître la situation, les aspirations et les besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ordinaires. Le vieillissement des personnes handicapées présente un certain nombre de caractéristiques propres. Il faut y répondre. Et d'ailleurs, quand on y répond, on apporte des solutions à l'ensemble de la population ordinaire qui avance en âge. Un point important, personne ordinaire, personne handicapée, il est clair qu'elle préfère vieillir à domicile. Infirme moteur cérébral, Alain Durandal et l'association Horizon 26 ont mené 7 années de combat auprès de nombreuses communes afin que des appartements aménagés pour des personnes handicapées existent dans un HLM traditionnel. C'est à Saint-Marcel-les-Valences que ce projet a vu le jour. C'est un rêve. C'est un rêve qu'on peut, que j'ai du mal à exprimer. Et parce que j'ai vécu 25 ans chez mes parents. Et après, j'ai vécu 26 ans en collectivité. Dans des grands centres où nous étions tous mélangés. Et ça, c'est grave. Ça nous rapporte d'être indépendants, d'être chez nous et de faire ce qu'on a envie de faire. Une vie normale. La vie de tous les jours, tranquillement, chez soi. Ouais. Voilà. Dans l'instruction de l'agent EHPAD, il faut aller manger à midi avec les autres. S'il y a des sorties, il faut plus ou moins être obligé de les faire. Parce que là, on fait ce qu'on veut. Atteinte d'une scoliose importante et de la maladie de Parkinson, Monique Lafont, voisine d'Alain Durandal, a enfin pu trouver ici un appartement adapté à sa situation. Voilà, l'appartement, c'était grand. Et il était un appartement normal, donc les portes étaient étroites. J'avais du mal à passer avec mon ambulateur, tout ça. J'avais pas de facilité de salle de bain. Tout était pas pour moi, quoi. Je remercie le ciel depuis 1 an et demi, parce que vraiment, c'est super. Dans cet immeuble, non, il n'y a pas que des personnes en handicap, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des enfants, même. Parce que donc, on a des voisins, on va chez les uns chez les autres. Et puis, on va dans cette salle de convivialité où on peut se rencontrer et puis faire ce qu'on veut. Mais c'est sur le dictionnaire, mais... Nous qui sommes valides, malgré qu'on ait quelques problèmes, à côté de ces personnes-là, ça fait réfléchir parce qu'ils ont toujours le sourire. Donc on se dit que on n'est pas malheureux, nous. Hein. Même qu'on ait quelques petits problèmes, des fois, c'est important, mais bon, voilà. Moi, je sais que ça m'apporte énormément. En maison de retraite, c'est pas toujours le top, hein. Mais bon, je dis pas que j'irai peut-être pas un jour. D'abord, c'est extrêmement cher. Mais tant que je peux me déplacer, que j'ai ma tête, c'est déjà beaucoup. Le fait d'habiter ici, quelque part, j'ai eu de la chance parce que il y a certaines choses que je ne peux plus faire toute seule et je trouve de l'aide ici. Voilà. Il y a une personne âgée qui m'aide. Vraiment, elle est géniale. Voilà. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il faut améliorer donc dans l'accessibilité? Au niveau des seuils. Là où j'habitais avant, il y avait l'ouverture de la porte du bâtiment qui n'était pas facile. Ici, c'est correct, très correct. Pour entrer dans les
dans les appartes, moi je suis obligée de me mettre en... Il faut que je tourne mon fauteuil à chaque fois pour aller sous l'évier aussi, c'est pas chouette, c'est pas bien. Mais ce qui est fait et le bailleur va pas revenir dessus. Voilà. Tout le monde se met à rouspéter, ça va peut-être bouger, non? De quoi? Moi j'avais fait venir quelqu'un qui m'avait dit qu'il pouvait pas baisser le seuil parce que je ne sais plus quoi. Donc ils n'ont pas réellement réagi ou réfléchi correctement. Je crois que je suis la seule ici à avoir une porte électrique. Oui. Je suis la seule. Nous, on a demandé, ça a été refusé. Mais moi, c'est parce que j'avais le système ailleurs. Et j'ai ramené mon matériel ici, je l'ai fait adapter ici. Mais j'ai demandé à la MDPH de le faire. Il semble encore difficile de satisfaire toutes les demandes en termes d'accessibilité. Même dans un projet comme celui-ci, où associations, bailleurs sociaux et mairies ont collaboré étroitement. C'est un projet lourd à monter. Il faut du travail de partenariat avec l'association pour affiner les demandes et puis les aider aussi dans ces demandes parce que on vit pas dans un monde idéal où on peut tout avoir. Donc il y a aussi des contraintes, accepter les contraintes. C'est un parcours, trouver le bon partenaire. Les bailleurs sociaux sont des gens ouverts, mais ils ont aussi leurs propres contraintes, y compris des contraintes financières. Donc il a fallu faire en sorte que toutes ces entités travaillent dans le même objectif, même avec de la bonne volonté, ça prend du temps. Drôme Aménagement Habitat, bonjour. Du côté des bailleurs, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué pour nous de faire des logements comme ça, dans les montages financiers, dans la durée d'établissement des projets, que de monter des logements familiaux traditionnels. Parce que derrière, on va louer à Horizon 26, ici, on leur loue une partie des locaux. Il faut se caler avec eux. Ces associations, souvent, qui ne sont pas très fortunées, c'est compliqué à monter. Et on peut concevoir que certains bailleurs ne souhaitent pas forcément en faire souvent. Aujourd'hui, il faut anticiper tout ce qui peut se produire dans le cadre de l'existence. Il ne s'agit pas d'adapter a posteriori, il faut concevoir a priori. Et puis aujourd'hui, on a des moyens pour le faire. La domotique, les nouvelles technologies, l'accessibilité. Ce que l'on fait pour les personnes handicapées, on peut le faire pour l'ensemble des personnes ordinaires qui vieillissent et qui, de ce fait, deviennent un peu dépendantes. À Angers, la Mutualité française développe une domotique de pointe permettant de garder de l'autonomie en améliorant l'accessibilité des logements pour toutes les populations handicapées ou qui le deviennent. Mais qu'en est-il des aides financières pour avoir accès à ces technologies qui sont coûteuses ? La barrière d'âge dans notre réglementation, elle est déterminante au fond. Toutes les personnes qui sont handicapés avant l'âge de 60 ans sont reconnus comme tels par la loi de 2005. Toutes les personnes qui deviennent handicapées du fait du vieillissement ensuite ne sont pas reconnues comme personnes handicapées. Et cela a une incidence réelle sur la manière dont les uns et les autres vont pouvoir mobiliser des aides pour améliorer leur environnement le jour où ils auront besoin de le faire. C'est une discrimination. Il n'y a aucune espèce de raison. Le problème est de savoir quels sont les moyens que la société mettra pour pouvoir apporter à tout le monde les mêmes réponses. À la fois les moyens et la volonté politique de le faire. Les aides techniques ne constituent pas la seule réponse. Les aides humaines sont également nécessaires. Retraité habitant à Nancy, Pierre Cherki est non-voyant depuis 15 ans. Il vit avec sa femme qui l'épaule au quotidien. Au fil du temps, je me suis rendu compte que je devais faire beaucoup plus de choses à domicile que je ne faisais auparavant et qu'il me plairait beaucoup effectivement d'avoir de temps en temps des tierces personnes pour venir me soulager, ne serait-ce que pour faire le ménage ou pour faire la cuisine, de manière à pouvoir avoir des plages de liberté, d'indépendance comme je les avais avant. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a encore pratiquement pas grand-chose qui existe pour justement
soulager la personne qui partage. Alors, la je vie reprends ce que dit mon épouse en mettant un bémol, puisque nous-mêmes, actuellement, nous avons des aides une aide ménagère dans le cadre de la vie active. Ce qui n'existe pas ou peu, c'est des aides ménagères ayant l'habitude d'accompagner un aveugle ou un malvoyant sans autre personne à côté. C'est une formation du personnel aidant qui devrait être faite pour justement que mon épouse, si elle me laisse 8 jours ou 15 jours, puisse partir en toute sécurité en sachant que toute personne complémentaire sera là pour m'aider. Oui. Les personnes ordinaires qui vieillissent et les personnes handicapées qui avancent en âge ont besoin d'être aidées, mais pas uniquement. Il faut aussi se préoccuper de leur environnement, de leur entourage, les proches aidants familiaux, les professionnels, etc. Et puis il faut multiplier les solutions. Il n'y a pas que la réponse en milieu ordinaire ou en institution, il y a aussi des formules de répit, d'accueil temporaire, etc. Dans le Nord, à Fournes-en-Wepps, la Croix-Rouge a ouvert en 1994 un des rares établissements d'accueil temporaire recevant à la fois des personnes handicapées qui avancent en âge et des personnes âgées ordinaires. C'est les géraniums. C'est la belle saison. Ah, il se fait des fleurs. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez de cette maison? Bien. Très bien. Très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un bon animateur et tout, alors c'est le principal. Non, on a des familles, des enfants là. Vous êtes une personne handicapée? Ben, j'ai mal aux jambes. Non, non, c'est bon. J'ai la croxalgie. Avec le nerf courriel, je sais pas quoi. Vous savez qu'ici, il y a des personnes qui avancent en âge, qui ont un handicap, Ouais. et des personnes âgées ordinaires. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce mélange? Il faut bien qu'ils se profitent aussi un petit peu de tout le monde. Je vais demander où on met le sac. Faut pas trop les séparer. C'est ça qu'on le laisse. On va chercher d'autres bacs après. Quelquefois, c'est embêtant, mais ça va quand même. N'est-ce pas, monsieur François? Il dit rien, monsieur François. Ça va aller, monsieur Junique? Voilà. Tiens, mais tu peux remettre la terre, Marc, là, ici. Personne handicapée mentale de 64 ans, Bernard Duhem vient ici un mois par an passer ses vacances. Aujourd'hui, il part à l'hôpital pour un examen. Il vit chez sa mère veuve et avec sa sœur elle-même handicapée. Elles sont venues lui rendre visite. Il aime beaucoup venir ici. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu cher, c'est ça. Et quand on a débuté pour le mettre, comme il n'avait pas 60 ans, il n'était pas à l'âge de la retraite. Donc il payait encore 20 € de plus par jour. Ça monte vite, quoi. Martine, c'est pour ça qu'elle reste que 8 jours. Et alors, comment vous faites les 11 mois de l'année qui restent pour vous occuper de vos 2 enfants? On fait du mieux qu'on peut. Ce qui n'est pas toujours probable. Pourquoi? Parce qu'il faut faire avec. Hein. On a une aide ménagère qui vient 3 heures par semaine. Bon, bah ça, déjà, c'est un petit répit aussi, parce que ça aide. Mais le reste du temps, bah, il faut être partout, il faut toujours être sur Bernard. Hein. Et c'est surtout la surveillance qui pèse. Il aime bien d'aller faire son petit tour, c'est normal. Il va pas loin, toujours les 2 mêmes rues, parce qu'il est connu et qu'il y a des bancs où il va, il y a des bancs, donc il est assis avec des personnes âgées. C'est ça qui fait qu'il se sent bien ici, je pense. Ça ne le change pas de trop, il est beaucoup avec les personnes âgées. Donc ça ne le change pas beaucoup. Et il aime bien discuter. Pour lui, il se fait des copains, il se fait des copines, avec tout le monde. Hein. Pour lui, le directeur, c'est ton copain. Ah bah oui, bah oui. Il va s'en souvenir. Oui, oui. Ah oui, il était content. Hein. Il était content ici. Il était content, oui. Et puis il était content de parler avec vous aussi. Oh, On l'a ouais, vu, hein, ça se voyait, la manière dont il vous parlait, il se sentait à l'aise.
Ah oui? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Il n'y a pas mieux que chez soi. Mais en fait, parfois, c'est compliqué. On a besoin de souffler quelques semaines dans l'année. Et là, on fait de l'accueil séquentiel. C'est-à-dire que les gens viennent quelques semaines chez nous et repartent chez eux. Et ça dure comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. On arrive à retarder de 3-4 ans l'entrée en EHPAD. Et donc, ça permet de rester plus longtemps chez soi. Et on répond à ce besoin-là aussi. Ayant chuté à la maison, rien de cassé, mes défenses de marcher, premièrement, je ne pouvais pas parce que tellement j'avais mal. Et bon, alors le médecin m'a dit, écoutez, si vous iriez à Fournes, vous pourriez vous reposer. J'ai quand même assuré un petit peu en fauteuil roulant à la maison avant de venir ici, parce que je n'ai pas eu une place tout de suite. Hein. Et bon, on s'est débrouillé à 2. Pourquoi il y a 2 lits dans cette chambre? Parce que nous sommes en couple. Voilà. Hein? Mon mari n'a pas voulu qu'il reste seul, comme il pouvait m'accompagner. Et c'est comme ça que nous sommes ici en couple. Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Moins bien que la nuit précédente. Oh non. Et toi? Moi, ça va. Et ce matin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai préparé mon dîner, puis... La vaisselle? La vaisselle, et puis je suis allé un petit peu au jardin. Ah bon? Ouais. Au jardin? Oui. Je ne peux pas marcher. Et c'est trop lourd pour lui. C'est invivable. Je ne peux rien faire. Je souhaitais être placé. Il n'y a pas d'avance. Est-ce que c'est important? Parce que ici, vous savez que vous pouvez quand même retourner chez vous. C'est temporaire, normalement. Oui, c'est temporaire. Suivant l'évolution de mon état. Je dois rendre réponse dans 15 jours. Si je vais dans une maison de retraite ou chez moi. Avec l'allongement de la vie, les cas vont devenir plus fréquents. Voilà. Et bon, et les enfants, et pour la plupart, le ménage travaille maintenant. C'est plus la femme au foyer. Hein. C'est toute une vie qui change. Parce que nous, en général, on a élevé, on a fini avec nos parents. Les parents n'ont fini avec nous. Oh, c'était comme ça. En général, c'était le dernier de la famille qui avait... Enfin, ils s'arrangeaient ensemble, hein, les gens, mais on ne voyait pas beaucoup de parents partir, disons, dans le temps, on parlait de l'hospice. Si ce n'est que... Si, il y en avait, hein, mais c'était rare. Nous ne sommes pas qu'un EHPAD temporaire, nous avons aussi un service de soins infirmiers à domicile. On fait l'aide et le soin à domicile et on crée du lien entre le territoire et l'EHPAD temporaire, puisque 75% des personnes qui viennent ici retournent à domicile. Et c'est le but de l'EHPAD temporaire, c'est de permettre aux gens de retourner chez eux. Alors, ce qui est étonnant sur cette EHPAD, c'est qu'il y a un problème de visibilité. Et effectivement, on a d'un côté 41 chambres avec des chambres libres et des possibilités d'accueil, et à côté, on a des personnes sur un territoire qui cherchent des solutions d'accueil, mais qui ne les trouvent pas. Donc, on n'arrive pas à faire la jonction entre les deux, faire entre le besoin et l'offre. Tout est là, mais la jonction ne se fait pas. Et donc ça, c'est un peu un déficit de connaissance et peut-être de communication. On voudrait être plus connu et on essaie d'améliorer ça. On essaie d'améliorer ça. En Vendée se trouve la première maison qui accueille à la fois des enfants handicapés âgés et leurs parents très âgés. Salut Rémi, on y va? Rémi Chevalier, personne polyhandicapée, continue à vivre auprès de sa mère tout en ayant son propre logement.
tu viens? Hein? Bonjour. Allez, rentre. Viens. Ah non, mais c'est peut-être pas le paradis sur terre, mais enfin, on pourrait être plus mal. Faut pas changer pour aller ailleurs. Non. C'est important pour vous d'être avec votre fils aujourd'hui? Ah bah, oui. Oui. Pourquoi? Oui, parce que je l'ai toujours eu à la maison. Il rentrait quand même qu'il allait à l'IME, il rentrait tous les soirs. Alors moi, je l'ai toujours eu le temps de ma vie. Hein. Il est là, avec maman. Quand elle sera partie, on sera peut-être comme beaucoup, on fera un vide. Il faudra s'habituer. Déjà, je voulais me faire opérer. Alors, heureusement qu'il va être pris en charge par la maison. Et j'ai encore confiance en ceux qui s'en occupent. On les reprend. Je passe qu'il restera. De toute façon, on n'a pas de sécateur. Moi, je suis la plus jeune de l'établissement. La plus jeune. Elle a 20 ans. Multiplié par 4 et demi. Jean-Paul, c'est mon frère. Il est handicapé et il est autiste. Donc, je ne voulais pas le laisser dans n'importe quel établissement. Donc, un jour, j'ai vu à la télé qu'il y avait cette maison qui s'ouvrait. Donc, j'ai demandé à connaître davantage les conditions et tout. C'était une maison vraiment familiale. Moi, je pense que et en plus de ça, ça soulage aussi moralement pour les familles parce que c'est vraiment une tension continuelle de savoir où ils vont être placés et tout, et pour l'avenir. Ce projet n'a pas été soutenu favorablement comme on aurait pu l'attendre au départ, principalement par les professionnels. Le fait de continuer à faire vivre des personnes en situation de handicap avec leurs parents, c'est un peu contre nature pour les travailleurs sociaux qui sont plutôt habitués à des notions de séparation, individuation, et chacun doit faire sa vie indépendamment l'un de l'autre. C'est vraiment là-dessus le pouvoir politique qui a été à l'écoute des familles et qui a pris le projet à bras-le-corps et qui a lancé la réflexion. Alors, parmi les grandes difficultés qu'on a, c'est la désertification médicale sur un secteur rural où il nous a fallu aller voir de nombreux médecins généralistes pour qu'ils acceptent cette population supplémentaire, âgée, avec des handicaps qu'ils ne connaissaient pas, et qu'ils acceptent de les prendre en médecins traitants. Donc ça a demandé un travail important de porte à porte. On allait expliquer le projet, on est allé présenter les familles aux médecins pour qu'ils acceptent, pour qu'aujourd'hui chaque famille a son médecin traitant. On est au cœur d'une des grandes difficultés de la société française aujourd'hui. C'est en quelque sorte l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Il ne faut négliger aucune partie du territoire, notamment les zones rurales, les quartiers en difficulté. Et il faut mobiliser les jeunes, en particulier les jeunes généralistes, à se répartir sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins. C'est un problème majeur pour la société française aujourd'hui. On va couper les carottes. Hein? On va couper les carottes. Ça. Ah oui. Dans l'Essonne, à Marolles en Urpois, Madame Gilette Cholet, 85 ans, habite chez Maria Machado depuis quelques mois. Comme ça, vous ne viendrez pas dans la cuisine me demander ce qu'il y aura. Vous ne viendrez pas dans la cuisine me demander ce qu'il y a à faire. Ah oui. C'est-à-dire dans une maison de retraite, les personnes se groupent davantage, et puis ceux qui entendent bien et qui voient bien, font des jeux et tout. Mais moi, je peux plus m'occuper de ça. Je suis complètement... Alors, toute seule, je suis bien. Je suis bien toute seule devant ma télé. J'aime beaucoup lire. C'est fini mes livres. Alors, il m'en faudra d'autres. Puis, c'est moins cher. Parce que les retraites de cultivateurs, c'est pas... Alors, voilà. Vous en faisiez pas à la ferme de ça. Vous en faisiez pas à la ferme de ça, des haricots. Non, je ne faisais pas ça, parce que cela. j'en avais pas. Les rapports sont très bons, parce qu'elle est très gentille pour moi, et puis je pense qu'elle n'a pas à se plaindre de moi non plus. Je sais pas, vous lui demandiez si je lui donne trop de peine ou pas. Elle m'aide à m'habiller, à me coucher, elle vient voir le soir si je suis endormie, elle me borde, comme un bébé, quoi. Il n'y a qu'une chose, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Parce que j'ai mal partout, je peux pas marcher, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas de sortir puisque je peux pas marcher.
Alors, c'est pas... Un des fils de Madame Cholet habite le même département que la famille d'accueil. Il faisait chaud. Bon, hier, j'ai resté là à l'ombre tout le temps. Parce que Maria, ils étaient partis manger chez son frère qui habite pas loin. Là. Ouais. Mais dans le courant du repas, elle est venue voir si ça allait. Ah ouais. Ah ouais. On ne connaissait pas tellement la formule de la famille d'accueil. Notre premier réflexe a été maison de retraite versus foyer d'accueil. Donc on s'est renseigné sur la solution de la foyer d'accueil, qui était une transition en fait assez douce en partant de sa maison. Et ça, c'était pas possible parce que son degré d'autonomie n'était pas suffisant. On a regardé un certain nombre de maisons de retraite et on s'est dit que ça allait être encore assez difficile. Et en élargissant en fait le choix, on s'est renseigné dans les différents conseils généraux et est apparue la solution d'accueil familial. À la fois mes doutes et ceux de mes frères sont complètement levés parce que c'est vrai que on a eu beaucoup de craintes par rapport à cette situation, à savoir de ce qu'on allait faire de notre propre mère et que maintenant on est tous soulagés. Bon, elle a commencé à sourire alors qu'elle était très mal. Bon. C'est difficile parce qu'on arrive dans une famille donc on ne connaît pas. Donc c'est pas facile pour elle. Mais dès les premiers jours, ça a été tout de suite, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que... voilà. C'est pas comme quand on travaille, à 18h c'est fini. Non, nous c'est 24 heures sur 24. Il y a toujours le samedi, dimanche, bon, tout le temps. Et c'est vrai qu'au niveau salaire, c'est vrai que c'est pas un métier reconnu. C'est vrai qu'au niveau du salaire, bon, c'est pas très, très important. Il faut vraiment aimer ce métier pour le faire. Et s'il y avait quelque chose à améliorer, oui, parce qu'on n'a pas droit au chômage non plus. Bon, voilà. On peut rester aussi 4-5 mois sans avoir quelqu'un. Hein, voilà. Après, c'est vrai qu'elles nous apportent beaucoup, hein, les personnes. C'est-à-dire qu'elles nous aident, elles nous racontent, elles sont très intéressantes. Elles nous racontent leur vie, elles sont vraiment intéressantes. Moi, je vois Madame Cholet, on reste des moments, elle me raconte quand elle était à la ferme, la vie de famille. Donc c'est vraiment extraordinaire. En Charente-Maritime, Rosine Régnier vient de prendre sa retraite. Elle a travaillé dans un établissement et service d'aide par le travail appelé ESAT, dédié aux personnes handicapées mentales. Elle vient de rejoindre une famille d'accueil. Tiens, Céline. Merci, ça a été? Oui, très bien. D'accord. Tu la ranges dans le placard? Oui, tout de suite. Merci. Madame Vivier accueille également une jeune personne trisomique. Et comme ça. Là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et si elles sont trop longues, tu les coupes d'abord en deux. Et ensuite comme ça. Est-ce que c'est la retraite que vous désiriez? Oui. Pourquoi? Parce que je veux pas aller en maison de retraite. Pourquoi? Parce que mon père est en maison de retraite. De voir les petites mamies en fauteuil roulant, tout ça, ça me fait peur. C'est la vie que j'aime. La vie de couple, tout. Ça m'appelle beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Comme ça, je pense à rien, on discute d'autres choses. Et comme ça, je pense plus... je pense plus à certaines choses que je pensais avant. Moi, je veux accompagner Roselyne le plus longtemps possible et qu'elle vieillisse le moins vite possible. Et je pense que l'accueil familial peut lui apporter ça, dans la mesure où c'est une vie normale. Nous, on lui apporte une vie de famille normale, avec les moments où ça va bien, les engueulades, les crises de rire et tout ce que vit quelqu'un de... C'est la vie. Alors c'est vrai qu'avec Roselyne, comme elle avance son âge, il faut s'adapter parce qu'elle a besoin de plus de temps de repos que d'autres personnes. Donc en fait, on s'adapte à leur façon de fonctionner et à leurs besoins.
Là, avec le service de placement pour lequel je travaille, Préface, on a beaucoup de formations, mais il va falloir vraiment qu'il y ait d'autres formations pour un public comme Roselyne. La question de la santé mentale est tout de même une question clé aujourd'hui pour les sociétés occidentales et en particulier pour la société française. La crise, le stress, etc., ça n'épargne personne. Donc il est très important d'intégrer cette dimension-là dans la politique en direction des personnes qui vieillissent, qu'elles soient handicapées ou qu'elles ne le soient pas. Il faut prévoir à la fois l'accompagnement et également les soins que tout cela appelle. Et il ne faut pas oublier dans ce cas-là d'aider tout particulièrement l'environnement, l'entourage de ces personnes. Si des anomalies physiologiques sont à l'origine du handicap mental, le handicap psychique, lui, se manifeste par des troubles du comportement. À Bron, dans le Rhône, Éric Charbillot, personne handicapée psychique de 47 ans, vit avec sa femme et ses 3 enfants. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Des pâtes. D'accord, allez, rentre, Gaïa. Alors pourquoi c'est important que vous ayez un entourage familial? Je sais pas si j'arriverai à vivre tout seul, à être autonome, quoi, je sais pas. Et sinon, je suis content d'avoir des enfants, quoi. L'agence de 4 points, de 4. Voilà, d'un côté ou de l'autre. Il vous rattrape, hein. Comment? Il vous rattrape. Et alors, au moment de la retraite, qu'est-ce qui pour vous semblerait l'idéal? Rester avec ma femme. Puis avoir une maison, enfin voilà. On est issus déjà de familles unies, où on voit régulièrement nos parents. Et donc je pense que les enfants, ils ont eu, je dirais qu'ils ont été élevés dans une certaine éducation qui font que je pense qu'à l'âge adulte, ils ne vont pas couper les ponts avec nous. Et que, quels que soient les problèmes qui risquent d'arriver, ils seront présents à plus ou moins. Ça dépendra aussi de leur métier, du lieu où ils habiteront. Mais je pense que voilà, c'est pas du fait que leur père soit malade qu'ils vont un jour, à l'âge adulte, décider de plus le voir, quoi. Quand mon père sera à la retraite, je sais pas vraiment ce qu'il fera, je sais pas. Parce que c'est vrai que là, quand il rentre du travail, il fait rien, il se met dans le canapé et puis il attend le repas. Et je pense que je pourrais essayer de le pousser à faire certaines choses, comme par exemple aller pêcher, parce que quand on était petite, il nous emmenait souvent pêcher et c'est plus le cas maintenant. Et peut-être qu'il pourra y retourner plus souvent après, s'il a plus de temps, mais je pense qu'il faudra le pousser. Il faut que vous me posiez une question. Je m'adapterai et s'il faut, je sais pas, faire des sacrifices ou prendre plus de temps pour m'occuper de lui que pour faire d'autres choses pour moi, je le ferai. Parce que c'est important de s'occuper de ses parents s'ils peuvent plus forcément le faire tout seuls. Il y a des choses déjà qui sont prévues, peut-être par rapport à ça. Je suis pas vraiment renseignée sur ça, mais je pense qu'il faudrait des moyens pour ça. Et c'est pas sûr que la société fasse passer les gens handicapés avant d'autres problèmes, peut-être, j'en sais rien. Les réponses dont les personnes qui avancent en âge ont besoin dépendent aussi et de plus en plus dans nos sociétés modernes de la solidarité entre les générations. Maintenant, on va toucher son menton. En Haute-Vienne, au sein même d'un EHPAD, l'unité Les Lilas est dédiée aux personnes handicapées psychiques qui avancent en âge. La tête. Et on va passer derrière. Bravo tout le monde. Ça va? J'en ai un peu marre parce que
8 sont bientôt inscrits psychiatriques, alors que j'aurais dû rester très peu longtemps. Oui, mais là maintenant vous êtes avec nous. Oh, mais quand même, il faudrait bien rester chez moi aussi, hein, avec mes enfants, tous les enfants. Ben oui. On a 3 unités d'EHPAD, mais on a une animatrice qui est commune sur l'établissement. Et elle peut faire des activités aussi bien avec les patients de l'unité des Lilas, mais aussi avec les autres patients de l'unité des EHPAD. On n'est pas du tout cloisonnés. Et c'est ça qui est l'intérêt de cette unité-là, c'est que les patients ont besoin d'une vie sociale, d'un tissu social et de se reconnaître aussi dans l'autre. Donc on a notre unité avec notre prise en charge, mais au sein de l'établissement, et j'ai même envie de dire au sein du village. Les résidents sortent, ils peuvent aller dans les magasins, ils peuvent avoir des activités, et nous on les accompagne. Et là, voilà. Est-ce que ça craque, monsieur Latière? Non. Cette unité a été conçue en partenariat avec l'hôpital psychiatrique Esquirol, d'où viennent les résidents handicapés psychiques et où le personnel de l'EHPAD a suivi une formation. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant? Je travaillais dans les abattoirs à Émoutier. Et vous, madame? Moi, j'étais au Conseil général de la Haute-Vienne, service financier. On recommence avec nos poignets? Allez. Voilà. Ça va, madame Dudilieu? Pas trop bien. Mais si, c'est très bien. Allez-y. On fait du mieux qu'on peut. D'accord? J'y arrive pas. Qu'est-ce que ça change ici pour votre retraite? Pas grand-chose. Aussi, ça change quand même. Ça change quoi? Mais l'ambiance, l'entourage, C'est-à-dire? mais le personnel, tout ça. C'est quoi la différence? Mais ils sont plus proches de nous. Comme quoi, par exemple? Ils sont plus sympas. Ils s'en s'aiment pas. Ils se confient, ils nous demandent si ça va ou si ça va pas, tout ça. Que avant, c'était pas ça du tout. Avant, vous étiez là? Dans l'hôpital, pas Robérol, mais Esquirol, je crois. C'est une retraite qui vous convient ici? Oui. Madame Liliane Arteta vient rendre visite à son frère Jean-Claude de 64 ans. Il a passé 50 ans de sa vie à faire des allers-retours entre l'hôpital psychiatrique Esquirol et le domicile familial. Les changements que j'ai perçus, c'est qu'il a progressé très vite. Arrivé ici, ça n'a pas mis 3 mois pour qu'il réussisse à remonter. Et j'ai remarqué aussi une chose, je veux le dire, c'est qu'il a beaucoup plus d'affection. Il sait ce que c'est maintenant. Il se met dans mes bras qu'il n'a jamais fait avant. Donc ça, c'est très, très important. Il n'a jamais eu ça de sa vie, il a compris qu'ici, il a beaucoup appris. Est-ce que Jean-Claude aurait pu être dans un EHPAD ordinaire, d'après vous? Non. Quoi, non? Un EHPAD ordinaire, c'est comme là à côté? Non. Ça allait pas, quoi. Il se laissait mourir, on va dire. Je le dis, mourir. Et quand je le revois vivre ici, comme ça, c'est là où il aurait dû être depuis très, très longtemps. Vous êtes content d'être là? Oui. Ça a changé quoi? Ça a changé, oui. Est-ce que c'est une retraite que vous aimez? Oui. Si on met spontanément des personnes handicapées psychiques qui avancent en âge dans un EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si leur accueil n'est pas préparé dans un EHPAD classique, il y a 2 types de problèmes qui peuvent se poser. D'une part, il y a déjà une différence d'âge, puisque les personnes psychiques vieillissantes sont accueillies à partir de 55 ans, alors que souvent nous avons une moyenne d'âge de 85 ans dans un EHPAD classique. Donc les activités ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, deuxièmement, nous avons, pour des personnes même stabilisées qui ont un profil psychique, nous avons la possibilité d'avoir des périodes de crise où il peut y avoir des conflits entre résidents, au sein de l'équipe, et puis une période d'agressivité ponctuelle de certains résidents ayant ce profil psychique vieillissant.
Avant l'ouverture de l'unité Les Lilas, l'hôpital psychiatrique Esquirol était le seul à prendre en charge cette population handicapée psychique vieillissante. Ça marche bien. Il faut pédaler. Voilà, là, on va pédaler, évidemment. Il faut bien comprendre que dans un hôpital, nous ne sommes pas dans un lieu de vie. Nous sommes dans un lieu de soins. Et il n'était pas concevable de garder ces personnes handicapées psychiques qui avancent en âge dans un lieu aussi restreint qu'un hôpital. Et donc, nous avons essayé de trouver, avec mon collègue, M. Gentil, qui est directeur des hôpitaux du Haut-Limousin, une solution pour répondre à cette problématique. D'ailleurs, nous travaillons à modéliser cette expérience, qui peut bien sûr se multiplier sur tout le territoire national. Alors les bénéfices, j'en vois vraiment deux principaux. Le premier, c'est un bénéfice au niveau de l'usager, c'est le premier bien sûr, qui se retrouve dans un environnement plus adapté à ce qu'il est. Et nous nous en réjouissons bien entendu. Et puis il y a un bénéfice aussi pour l'établissement que je dirige, qui est un établissement de soins, et qui ainsi améliore encore plus, je veux dire, le flux de ces patients et permet de mieux répondre à l'offre de soins. L'EHPAD, c'est une solution, c'est pas la seule, et d'ailleurs, elle fait l'objet de réticences. Il faut que l'EHPAD s'adapte à l'accueil de la diversité des populations, qu'il s'agisse de personnes ordinaires qui connaissent des phénomènes de dépendance liés à l'âge ou des personnes handicapées dont les déficiences s'accroissent du fait de l'âge. Dans cet esprit de favoriser la mixité des populations, à Lomme, près de Lille, se trouve le premier EHPAD qui accueille à la fois des personnes sourdes qui avancent en âge et des personnes âgées ordinaires. Ici, il y a aussi des entendants. Il y a aussi des entendants qui sont ici. Et ils signent un petit peu avec nous. C'est bien. Hein, comme la dame à l'accueil, elle signe avec nous. Et moi, je suis content. C'est bien, ça se passe bien. Moi, je suis content. Parce que bon, si les gens ils parlaient avec leur bouche, on ne comprendra rien. Ici, ils peuvent signer avec nous. C'est bien. Hein, moi, je suis gourmand pour parler avec les gens, avec les dames et tout. Puis nous, on se connaît. Voilà, on se connaît depuis longtemps. On se voit, hein, tous les deux. Voilà, on se voit, c'est important. Hein, voilà, parce qu'on s'est rencontrés, on se connaît depuis très longtemps, quand on était jeunes. Hein, je dis, avant la guerre, on s'est connus, alors il y a très longtemps, donc c'est bien de se retrouver. La présence de personnel malentendant est essentielle pour créer un véritable lien de confiance avec les résidents sourds. Alors Samia, qu'ils soient ensemble, c'est important. Oui, bien sûr, pour pouvoir communiquer. Par exemple, le résident sûr et attendant, c'est très difficile pour communiquer, c'est pas possible. Sinon, les résidents sûrs peuvent déprimer. Par exemple, toujours, c'est les tracotants qui travaillent ici, c'est pareil. Ils me réclament toujours. Mais quand je suis pas là, je suis pas content. L'architecture de l'établissement a elle-même été conçue pour favoriser la communication visuelle. T'as fini le dessin? T'as fait? Demain. Demain? Demain. Des gens comme nous, comme moi, à part que j'ai du mal à les comprendre. Mais eux, ils essayent de me faire comprendre. Comment ils font? Par les gestes, quoi, ou bien fait par les trucs. Mais c'est dur. Et le seul que je sais faire, c'est... Ah, lui, il rigole. C'est clown, ça veut dire. Il y a des trucs comme que ça va, mais après, on a appris un peu, quoi. Mais c'est dur à retenir. Quelqu'un qui est sourd, il faut faire avec les gestes pour qu'il comprenne. Ça, c'est plus ennuyeux. Hein. Ma foi, moi, vous voyez, j'ai quand même des lunettes, mais je ne suis pas sourde. Alors, est-ce que vous vous considérez comme une personne handicapée parce que vous entendez moins bien? Comme toutes les personnes qui entendent moins bien, mais enfin handicapé, vous savez. C'est un grand mot. Ça fait partie de la vieillesse, c'est même mieux. On a moins de force, on est plus fatigué, des tas de choses comme ça. C'est du monde. Ça vous arrivera? Les facultés les plus affectées par l'avancée en âge sont la vue, l'audition et la mobilité. Concernant la perte d'audition, quelles sont les conséquences que l'on observe? Je crois tout d'abord qu'il faut dire et redire que l'audition n'est pas un luxe. C'est-à-dire une personne malentendante ou sourde
va arrêter de participer à des activités de communication et va donc accélérer son déclin cognitif. Donc c'est essentiel que les personnes entendent le mieux possible. Le problème, c'est que les personnes qui arrivent en EHPAD sans appareil et qui ont besoin d'un appareil, eh bien, le problème, c'est que bien souvent, il faut l'aide d'un aide-soignant pour mettre en place l'appareil, pour le gérer, pour changer les piles, pour le nettoyer, etc. etc. Bien souvent, il n'y a pas d'audioprothésiste qui vient régulièrement en EHPAD, donc c'est extrêmement difficile et c'est très mal parti. Madame Dodon est présidente du conseil de la vie sociale de l'EHPAD Aliénor d'Aquitaine dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous avec son homologue Serge Veillot de la maison d'accueil pour personnes handicapées âgées située à quelques mètres. Soyez bienvenue, madame. Ça va, bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va, très bien. Avec le beau temps, oui, on a du beau temps idéal. Vous faites ça tous les mois? Oui. Tous les mois? Tous les mois? Ah non, les réunions sont pas tous les... La prochaine, elle est le 17, nous aussi, là. Ah oui. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Mais pour nous, c'est quand même... On ne connaissait pas, mais je trouve que c'est un rapprochement pour avoir des contacts ensemble. Je trouve que c'est très bien. Oui. Pourquoi? Mais parce que on peut se contacter, on peut faire des sorties ensemble, on a des discussions diverses à raconter ses petits ennuis, comme on dit. Je trouve que c'est très bien. Vivre avec un handicapé, on finit par le connaître. Même et puis du coup, on finit par l'apprécier son handicap. Et ça, c'est formidable. Il y a un véritable enjeu d'intégration par les échanges que peuvent développer Serge et Madeleine de la personne en fait handicapée dans la cité, quoi. Parce que ces échanges illustrent en fait des relations qu'auraient en fait des personnes ordinaires. Et finalement, moi quand j'arrive dans mon établissement, je me sens au milieu finalement de personnes ordinaires. Ce que peut nous apporter l'EHPAD, justement, c'est son expertise en matière de dépendance, parce que eux, c'est leur cœur de métier, et nous, le nôtre, c'est celui du handicap. Et que la personne handicapée vieillissante, elle est à la frontière des deux accompagnements. Ensuite, il a fallu qu'on comprenne de quelle culture on était issu, d'une culture complètement différente l'un de l'autre. Nous, on est plus issus du monde du médico-social qui de plus en plus se sanitarise, ce qui n'est pas d'ailleurs sans me poser un certain nombre de questions sur nos limites. Et la MAFA est plus du socio-éducatif, donc pas du tout de culture liée aux soins proprement dit, à la médicalisation. La proximité de ces deux établissements permet aussi aux équipes professionnelles de partager leur savoir-faire. C'est ainsi que l'EHPAD est sur le point d'accueillir 6 personnes handicapées âgées. La méconnaissance, en fait, angoisse. Donc, c'est comment accompagner, du coup, par la formation, par le biais de la formation, comment accompagner les salariés pour qu'ils aient moins peur, moins d'angoisse, qu'ils comprennent qu'ils puissent communiquer, en fait, avec une personne handicapée mentale dépendante. Du coup, ça coûte à l'établissement, parce que c'est en plus de ma cotisation, mais c'est le prix à payer pour que les salariés puissent avoir réellement une formation qui soit pertinente par rapport à leurs besoins. Je crois qu'aujourd'hui, dans la restriction budgétaire dans laquelle nous sommes, dans les budgets contraints que nous avons, nous devons développer de l'intelligence sociale, et que cette intelligence sociale, elle passe par la maîtrise des coûts, et la maîtrise des coûts passe aussi par ce qu'on peut mutualiser et mettre donc en commun. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est l'étanchéité qu'il y a entre les politiques du handicap et les politiques médico-sociales. Ça paraît simple quand on le dit. On a des conseils généraux qui prennent en charge ces différentes politiques. Les gens sont situés parfois dans le même couloir, mais c'est complètement étanche, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes, parce que les crédits ne sont pas les mêmes. Tout le monde s'accorde à dire, et c'est complètement logique. Il n'y a aucune raison qu'une personne handicapée qui devient dépendante ne puisse pas avoir sa place pleine et entière à l'EHPAD. Là-dessus, on est d'accord, sauf qu'elle reste une personne handicapée. Donc, elle doit continuer jusqu'à la fin de sa vie de bénéficier d'un certain nombre de droits. Et dans ces droits-là, il y a les droits à l'accompagnement que nous, on n'a pas aujourd'hui en établissement.
qu'on nous laisse faire des expérimentations en ouvrant des crédits expérimentaux. En tous les cas, moi j'attends ça de la prochaine loi sur l'autonomie, parce qu'effectivement, la loi sur l'autonomie, elle doit être transversale à tous les publics qu'on est susceptible d'accueillir demain, y compris les publics handicapés, pour nous handicapés mentaux. Voilà. Moi, j'habitais dans la rue de la Mafa. Et dans une activité professionnelle trépidante, le matin, quand je partais, mes voisins, je leur faisais un petit signe de tête, bonjour. Et puis, dans la rue, il y a eu un garçon qui s'appelait Jeannot, qui était de la Mafa, bien sûr, et qui, tout le monde disait bonjour. Alors, à toute la rue, puis à toute la commune, il a dit bonjour. Et savez-vous qu'au bout de quelques temps, toute la commune se disait bonjour comme Jeannot. Alors c'était le premier degré, on se disait bonjour. Et ensuite, Jeannot, il a commencé à dire bonjour Madame Dupuis, bonjour Monsieur Durand. Bonjour. Et savez-vous que maintenant dans le pays, on se dit bonjour Monsieur Dupuis, bonjour Madame Durand. Ce qui veut dire que la MAFA, ça nous a apporté le sourire, un enrichissement fabuleux sur le plan humain. Pour nous, ça a été un véritable enrichissement de notre lien social. C'est certainement une des choses les plus précieuses que nous ayons eues, et les moins coûteuses. La nécessité va nous rendre ingénieux. Nous n'avons pas d'autre voie que de se mettre ensemble pour régler des difficultés qui souvent sont à peu près les mêmes, que ce soit pour le handicap, pour la personne âgée, voire même pour l'aide à domicile. On s'aperçoit que dans des lieux de vie comme les communes rurales que nous vivons, la mutualisation, elle est évidente, elle est de fait, et c'est ce qui nous permettra, c'est la seule vraie chance que nous avons de régler nos problèmes demain. La société française sera-t-elle au rendez-vous de l'avancée en âge de sa population pour lui assurer un accompagnement qui réponde aux attentes de chacun ?